La Mouka est restée presque coquille vide. Ils sont à la recherche de bobards convaincants pour essayer de se faire entendre. C'est à la recherche de bobards. Ils ont constaté que ça fait un bon bout de temps. Ils n'ont pas trouvé un sujet sur lequel ils peuvent se faire entendre. Et maintenant, ils veulent ramasser n'importe quoi pour parler. Fayoulou encourage, demande au cardinal Ambongo de ne plus répondre à l'invitation du procureur. Fayoulou est à la recherche de bobards convaincants, comme je venais de vous dire. Il cherche à enveniner la situation qui est pourtant sur le plan juridique. Il veut la rendre politique. En demandant à un individu, lui-même Fayoulou, il était invité, non, il était parti, non? Pourquoi il n'était pas parti en son temps? Lui-même était parti répondre quand il a été invité au début de mandature passée. Mais lui-même est parti répondre. Il demande à Ambongo, c'est pour que lorsqu'on va aller ramasser Ambongo dans ses soutanes par force, pour qu'ils disent que non, voilà ce qu'on a fait maintenant. Est-ce que vous soutenez Ambongo comme serviteur de Dieu ou bien vous soutenez le mal qu'il est en train de faire à la République? Les Congolais, nous sommes malades, nous tous, par nature d'abord. Que ce soit les musiciens, ils vous chantent nus. Que ce soit les chauffeurs qui s'arrêtent en cours de route pour créer l'embouteillage. Que ce soit les policiers qui demandent l'argent. Que ce soit les professeurs qui se laissent corrompre. Qui n'est pas malade? Dieu a deux possibilités à faire. Soit de recommencer la création du Congolais, soit de fomenter son cerveau. Où est le mal si le cardinal va aller devant la justice? Il dit que non, je connais un certain Rubuza du Rwanda à qui on a donné les armes. Il prouve. Comme ça, on sanctionne celui qui lui a donné les armes. Le cardinal peut nous aider, nous autres de la République, à être sauvés. Le cardinal Ambongo n'est pas un dieu. Même Jésus est passé devant la justice. Mais c'est une grande autorité ecclésiastique. C'est-à-dire quoi être grand? Ce n'est que les titres que l'on... Il y a même ceux qui ont dit qu'il peut même remplacer le pape François aujourd'hui. Où est le problème si on remplace le pape? Le pape, c'est qui? C'est un être humain qui est né aussi nu, comme nous tous. Est-ce que vous ne voyez pas que ce dossier judiciaire à l'encontre du cardinal Ambongo risque de soulever, de réveiller, de mettre ensemble les chrétiens catholiques, la puissante Église catholique et les opposants face au régime Tshisekedi qu'il qualifie aujourd'hui du régime dictatorial? Il n'est pas question de confondre l'individu Ambongo et l'Église catholique. L'individu Ambongo, quand il faisait l'émission pour répondre aux questions, il n'avait pas consulté l'Église catholique pour avoir une position commune. Quand il est allé voir comment on donnait les armes aux rebelles rwandais, il n'est pas allé avec l'Église catholique. Ici, il n'y a pas conflit entre régime Tshisekedi et Église catholique. Il y a conflit entre justice de la République démocratique du Congo et un individu qui a commis une infraction entre guillemets parce que c'est encore au niveau de l'information. Même les laïcs catholiques ici ont fait une déclaration demandant à Ambongo de ne plus répondre à cette invitation. La justice n'a rien à voir avec un cardinal. La justice s'en prend à un citoyen congolais. Alors s'il refusait de répondre à cette invitation... Mais il sera ramassé comme tout citoyen. C'est un citoyen congolais qu'on est en train de chercher. Si vous voulez dire que non, parce qu'il est cardinal, il devient exceptionnel, dans ces cas-là, nous ne sommes pas libres et égaux devant la loi. Pour vous, vous êtes d'accord qu'on puisse aller cueillir le cardinal Ambongo de n'importe quelle manière s'il refusait d'aller se présenter? Le cardinal Ambongo, s'il est cardinal, il partira de lui-même. Les questions du changement de la constitution, on parle déjà du virus du troisième mandat qui aurait atteint Félix Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas atteint par un virus quelconque, mais ce sont les politiciens qui sont atteints par le virus de la peur et du doute, tout simplement. Christian Mwando dit que le président Tshisekedi vient de prêter serment sur la constitution en vigueur aujourd'hui. Comment il peut directement comme lui, ça, Mwando, il a étudié dans quelle école où on lui a dit que pour réviser la constitution, il faut attendre une année, 2 ans, bien 5 ans. C'est quel livre, quel article qui lui a dit ça? Il ne suffit pas de parler simplement parce qu'on a la bouche. Pour lui, il estime qu'on peut changer la constitution après combien de temps? Si on en a besoin, si on veut réfléchir. Donc il a au moins un timing que lui connaît. Je ne sais pas, il a pris de quel professeur pour dire qu'il faut attendre encore un peu, 2 mois. Ça ne vaut pas la peine aujourd'hui. Non, maintenant, il faut mettre ça de côté. Ça vaut la peine quand? D'abord, ce question sociale de la population qui souffre. Ce n'est pas le moment de parler du changement de la constitution ou bien de la révision. Tout contribue au social de la population. Même la politique, c'est le social de la population. Si on vote bien les dirigeants, ça va contribuer au social. Si on trouve une solution par rapport au blocage dans les provinces, ça va contribuer au social. Le social, c'est quoi? Ces individus-là qui cherchent les bobards, comme je l'ai dit tantôt là, je commence à douter de plusieurs diplômes. Ah bon? Qu'est-ce qui n'est pas social de la population? Quand on construit une route, ce n'est pas le social. Le social, c'est la conséquence positive ou négative d'une décision sur la vie de quelqu'un. La scène, l'Église catholique, les opposants aujourd'hui sont vent debout contre ce que vous appelez réflexion sur le changement de la Constitution. Est-ce que serez-vous à mesure de faire face à ce combat que l'Église catholique et les opposants sont prêts à vous mener pour ne pas toucher à jusque-là, je ne comprends pas à quel niveau vous incluez l'Église catholique ou bien les individus membres de l'Église catholique. C'est ce qu'ils disent. Vous avez suivi, bien sûr, les prêtres de l'Église catholique qui sont contre le fait qu'on touche à la Constitution aujourd'hui. Non, est-ce que la Constitution refuse qu'on la touche? Donc tu me demandes à moi, John Kolela, qui a fait 9 mois dans le ventre de ma mère, qui est passé par l'université, de commencer à obéir à la volonté de l'Église catholique? Non. Est-ce que l'Église catholique doit nous imposer à nous de ne pas réfléchir parce qu'elle ne veut pas? Parce qu'elle veut Attendez, maintenant qui est dictateur ici? Entre l'Église que tu es en train de défendre, l'Église qui est dictateur, et l'Église qui est dictateur?
Cher partenaire DigiLink, il est temps de passer à autre chose en rendant service et en faisant l'argent avec DigiLink, votre site numéro 1 mondial d'envoi des colis directement avec le voyageur. Tout commence par un simple lien. Vous êtes voyageur? Faites-vous de l'argent pendant votre voyage, en allant et retour, que ce soit en avion, en train, en bus ou en voiture entre différentes villes, en acceptant de prendre un ou des colis sur DigiLink. Fini les allers-retours incertains à l'aéroport pour trouver quelqu'un voyageant pour livrer votre colis à un parent, un ami ou un proche. Dans le futur, consultez digilink.com avant d'effectuer un voyage dans n'importe quelle ville. Chez DigiLink, vous êtes partenaire, vous êtes votre propre patron et c'est vous qui fixez les tarifs. Que vous soyez conducteur, voyageur ou expéditeur de colis, DigiLink est pour vous. www.digilink.com. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Vous êtes très nombreux à être branchés en ce moment sur GSR Congo Télévision pour suivre ces magazines, le débat congolais. Nous allons aujourd'hui parler des sujets importants. Le premier sujet est en rapport avec l'insécurité dans la province du Nord Kivu, avec la prise de la cité stratégique et minière de Rubaya, là où est produit en grande quantité ces minéraux stratégiques de coltan, mais aussi de tourmaline, des minéraux vraiment critiques, stratégiques comme on le dit. Nous parlerons en deuxième lieu de toujours l'Est de la République, mais cette fois-là avec les Rwandais qui se préparent déjà pour accueillir des immigrés venus de la Grande-Bretagne, des Pakistanais, des Afghans et beaucoup d'autres terroristes. La loi a été déjà votée au Parlement britannique pour que finalement ces immigrés soient envoyés au Rwanda. Quel danger guette la République démocratique du Congo avec l'arrivée massive et imminente de ces immigrés? Nous parlerons en troisième lieu du changement de la Constitution, parce que ça fait polémique et ça va nous prendre beaucoup de temps. Sinon, mais pourquoi pas aussi même des années, les dossiers ou la question du changement ou de la révision de la Constitution. Voilà, ce sont ces trois sujets-là qui vont faire l'objet de réflexions approfondies avec notre invité qui est sur ce plateau. Il s'appelle bien John Kolela, il est au cadre de l'UDPS, député honoraire. Monsieur John Kolela, bienvenue. Merci Charles Lequin, le plaisir est partagé d'avoir pensé à nous pour qu'on échange sur les questions que vous venez d'évoquer afin d'éclairer la lanterne de l'opinion tant nationale qu'internationale. En tout cas, nous sommes très fiers et nous sommes encouragés de cette confiance que vous nous faites. Merci beaucoup, M. John Kolela. Nous, avec notre âme de patriote, nous sommes chaque jour ici frustrés, attristés des nouvelles que nous avons de l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la cité de Rubaya, cette zone minière extrêmement riche en minerais stratégiques, les colombo-tantanites, les coltans, a été finalement prise par l'armée rwandaise et ces supplétifs de M23, ils exploitent aujourd'hui en grande quantité nos
richesse. Alors, comment avez-vous d'abord accueilli cette nouvelle de la chute de Roubaïa? John Kolela. Sincèrement, nous avions tous appris la nouvelle, comme vous venez de le dire. C'est avec beaucoup de tristesse et d'indignation, parce que la guerre à l'Est n'a fait que trop durer. On a perdu en termes de personnes, en termes de biens matériels, en termes même de minéraux que les ennemis sont en train aujourd'hui d'exploiter. Parce que ces minéraux-là étaient comptabilisés dans la richesse du pays pour améliorer les budgets, servir à certaines choses au niveau de la République. Mais aujourd'hui, ces minéraux-là vont continuer à servir à acheter les armes pour continuer à faire couler le sang de nos propres citoyens. Très récemment, à travers un journaliste au niveau international, le président avait parlé de la question des minéraux du sang qui sont en train de circuler à travers le monde et certaines entreprises sont en train d'encourager cela. C'est dans le sens là. Aujourd'hui, Roubaïa est entre les mains du M23, c'est-à-dire entre les mains du Rwanda. Ça ne peut que faire très mal au cœur. Et nous encourageons nos militaires, nos FARDC, de faire des efforts pour donner au moins des victoires à notre peuple. J'estime que le temps que le chef de l'État est au pouvoir, le temps qu'il a encouragé la diplomatie, nous avons consommé presque 6 années dans la diplomatie. Je ne crois pas que ces temps-là n'étaient pas mis à profit pour nous préparer correctement afin de faire une guerre de la manière qu'il le faille pour récupérer les villes et villages qui sont entre les mains des rebelles et les mettre en déroute. Je crois et je fais confiance au gouvernement à venir et j'estime que des grandes mesures seront prises dans les jours à venir dès que le gouvernement sera installé pour qu'on ne puisse pas encore vivre pareil désarroi. Nous sommes de cœur avec la population de Roubaïa, la population de l'Est. Nous compatissons au malheur qui est tombé sur notre pays et nous vous encourageons d'être solidaires et de travailler toujours à connivence avec notre armée parce que quand la République est attaquée, chaque citoyen est un soldat. Donc nous devons aider notre armée avec les informations, les renseignements, de sorte que nous puissions être plus forts que l'ennemi. Ne collaborez pas avec l'ennemi parce que l'ennemi n'a pas d'issue. Je suis sûr que dans les jours à venir, il y aura de bons résultats. Je crois à la capacité de notre armée, je crois à la capacité de nos institutions pour nous faire quand même reprendre la joie que nous avons perdue. Bon, vous croyez en la capacité de l'armée et tout ça, c'est bien beau, mais comment expliquez-vous qu'une guerre de prédation économique comme celle-là, il était connu que Roubaïa est une cité riche en minerais que recherche le Rwanda et les multinationales qui sont derrière le Rwanda, notamment les Apple, parce qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo a porté plainte contre Apple. Évidemment. Mais comment est-ce qu'une telle cité pouvait tomber facilement comme ça? Comment? Parce que là, Roubaïa est tombé très facilement. Comment expliquer que l'armée congolaise n'a pas pu prendre des mesures qu'il fallait pour empêcher à ce que cette cité ne puisse tomber? Bon, sincèrement, je ne suis pas un professionnel dans l'armée. Nous sommes dans une guerre. Plusieurs facteurs peuvent jouer, que peut-être le militaire et les experts peuvent bien maîtriser. C'est vrai que c'est une zone très riche que l'État devrait sérieusement bien contrôler. Il est vrai qu'autour de cette zone riche, il y en a encore autant d'autres zones plus riches aussi, qu'on doit aussi contrôler. Ah mais Roubaïa, c'est vraiment... Évidemment. Là-bas, il y a d'abord les coltans, hein, un minerai stratégique. Il y a aussi les pyrochlores. Évidemment. Les pyrochlores, c'est un minerai extrêmement riche, plus que le coltan. Évidemment. Et il y a aussi la tourmaline et tout ça. Mais comment on pouvait ne pas prendre toutes les précautions qu'il faut pour renforcer notre défense autour de cette cité? Évidemment, sans pour autant chercher de justification, je crois qu'il fallait chercher les réponses auprès de notre armée. Il y a les autorités qui étaient censées ou bien qui étaient bien positionnées là-bas, qui peuvent bien nous expliquer en détail qu'est-ce qui se serait passé pour que Roubaïa puisse tomber aussi facilement que ça. Donc je pense que la responsabilité doit être établie pour voir qui est à la base de ce qui est arrivé si facilement. Donc de toutes les façons, nous sommes dans une guerre. Il y a des pertes, il y a des victoires. Nous devrons chercher à encourager le nôtre pour qu'ils aillent toujours de l'avant. Mais en attendant, nous avons besoin au moins des explications parce que une cité comme celle-là, la laisser tomber entre les mains des ennemis, c'est armer davantage notre ennemi pour qu'il devienne davantage plus fort que nous. Exactement. Donc voilà pourquoi il y a nécessité qu'il y ait quand même des questions posées. Pourquoi pas aussi au niveau même du Parlement. Il y a la commission quand même défense et sécurité qui existe, même si on ne peut pas tout étaler sur la place publique. Mais pourvu qu'au moins qu'on rétablisse les responsabilités et qu'on prenne des dispositions pour que pareille chose n'arrive plus encore. Bon, on a vu certaines localités qui étaient déjà récupérées par
les M23 et l'armée rwandaise, des cités comme Bweremana et Mwingo en allant vers Minova. Mais l'armée a récupéré quand même toutes ces localités-là et a chassé les M23 là-bas. Alors, pourquoi aujourd'hui, c'est vrai que vous n'êtes pas expert militaire, mais nous parlons quand même de cette situation, on se pose des questions et je vous pose des questions en tant qu'acteur politique, en tant que député honoraire, c'est lui qui connaît quand même beaucoup de choses sur ce qui se passe dans notre pays. Comment est-ce qu'on peut facilement récupérer certaines localités par l'armée, mais pas récupérer des cités stratégiques qui recherchent l'ennemi? Évidemment, c'est là je dis que la guerre est faite de victoires et de défaites. Il y a des batailles qu'on peut perdre, il y a des batailles qu'on peut remporter. L'essentiel, c'est de gagner au finish. De même que vous venez de dire qu'il y a certains villages, certaines cités qui sont récupérées par notre armée, là, ce sont des victoires. Mais il est question maintenant d'une stratégie. Est-ce qu'on a dépeuplé la zone de Roubaïa pour aller récupérer ce village là-bas, au point où l'ennemi a vu la faiblesse qui est restée par derrière pour attaquer de l'autre côté? Donc, ça serait peut-être une question d'erreur stratégique. Voilà pourquoi je dis que mieux, les militaires pourraient bien nous expliquer. Mais néanmoins, je pense qu'il est question de savoir de quel côté il y a intérêt. Moi, à ma place, j'aurais souhaité qu'on garde Roubaïa, qu'on laisse d'abord les autres villages là. C'est entre guillemets, je le dis pour expliquer les choses, de sorte que Roubaïa peut nous aider à financer même la guerre contre ses ennemis. Mais laisser Roubaïa pour aller prendre deux villages qui économiquement, voire même démographiquement, ne sont pas avantageux, je pense que ce serait une erreur stratégique grave qui demande une explication. Et si les responsabilités sont établies, voire même des sanctions à l'endroit des personnes qui ont pris la mauvaise stratégie. Donc, je crois que notre armée doit apprendre d'une guerre qui a duré très très longtemps, au-delà même de 20 ans. Nous devrons au moins avoir à ce jour une expérience pour ne pas commettre des petites erreurs qui peuvent nous être très fatales pour l'avenir. Alors, la situation inquiète encore une fois aujourd'hui. Vous avez appris effectivement qu'au niveau de la Grande-Bretagne, je dirais même, oui, la Grande-Bretagne, une loi a été votée. Après la première tentative initiée par les Anglais pour envoyer des immigrés illégaux en Grande-Bretagne au Rwanda, la première tentative avait échoué parce que la Cour suprême de ces pays-là s'était opposée à l'initiative législative qui a été prise en ce sens-là. Aujourd'hui, c'est une loi qui est votée par le Parlement britannique pour que les immigrés illégaux vivant en Grande-Bretagne soient envoyés au Rwanda. Et parmi ces immigrants-là, et les immigrés-là plutôt, il y a tout ce qu'il y a comme terroristes et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous comprenez un peu cette diplomatie de ces pays-là qui se permettent d'envoyer des immigrés illégaux pour une enveloppe de plus de 400 millions de $? Les Rwandais qui n'a pas d'espace, qui a un problème d'espace avec plus d'1 million de Rwandais vivant à l'extérieur du pays. Les Rwandais qui ont un problème d'espace mais qui acceptent d'accueillir ces immigrés-là. Comment est-ce que analysez-vous cette situation qui vient encore inquiéter les Congolais? Évidemment, depuis la première tentative, nous tous nous avions des soucis. Et lorsque la Cour suprême avait déconseillé cela, nous avions cru que la solution a été trouvée. Peut-être qu'on devrait nous épargner de cette situation de sécurité aggravante. Aujourd'hui encore, ils reviennent à la même situation. D'abord, en donnant cette enveloppe-là au Rwanda, c'est une manière aussi de l'aider à s'armer davantage et à être, entre guillemets, plus fort. Donc, de deux, on va les ravitailler en hommes parce que le problème des effectifs aussi, en termes de guerre, compte beaucoup aussi. Le Rwanda est un petit pays. En principe, ne pouvez pas faire face au Congo en termes d'effectifs de militaires. Donc, aujourd'hui, c'est comme si nous pensons ignorer que la communauté internationale et certains pays occidentaux étaient derrière ce coup-là. C'est depuis 1960 que Lumumba était en train de décrire la situation. Et aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer, il est vrai que nous avions décrié en tant que pays souverain. La Grande-Bretagne, comme le Rwanda, sont aussi des pays souverains et ils ont leur libre arbitre des traités de leurs affaires. Mais néanmoins, au regard de la situation qui traverse notre pays, certains pays européens devraient être compatissants vis-à-vis du Congo
pour un peu compatir à notre souffrance et à la souffrance de notre population. Mais notre souffrance, apparemment, ça ne leur dit rien. Ils pensent que ce sont des victimes des dessins animés qui sont en train de tomber à l'Est. Voilà pourquoi ils agissent comme ça. Donc, à ce niveau, comme ils ont voté leur loi, comme ils ont promis la cagnotte au Rwanda, nous ne pouvons pas continuer à parler problème. Nous devrons commencer à réfléchir solution. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo doit, dans sa politique actuelle, prendre en compte cette donne-là pour sécuriser davantage l'espace Est. S'il faut, par exemple, construire le mur, comme certains députés de mon époque l'avaient déjà proposé, on peut aussi le faire pourvu qu'on puisse quand même trouver une solution, même intermédiaire, et éviter tout ce qui est en train de nous arriver. Mais les murs, ils peuvent aussi faire des tranchées en dessous des murs et puis au moins, c'est un travail supplémentaire qui va les demander encore des efforts. Et aussi, dès qu'ils vont le faire, il y a possibilité quand même de les découvrir que voilà ce qui a été fait pour dénoncer davantage ce qu'ils sont en train de faire. Donc, pour moi, toute possibilité pour nous sécuriser davantage doit être exploitée. Donc, la Grande-Bretagne va envoyer les hommes et l'argent au Rwanda. Et les hommes, ce sont les gens qui viennent des pays qualifiés comme des terroristes. Donc, des Syriens, des Afghans. Nous devrons déjà prendre en compte cette donne-là dans notre politique sécuritaire pour armer correctement nos services d'intelligence, l'armée, la police, de sorte qu'ils soient à mesure de faire face à ces fléaux-là. Donc, je pense qu'au lieu de qu'est-ce qui fait que le Rwanda puisse finalement... Le Rwanda a un objectif à atteindre. Le Rwanda a un objectif à atteindre. Vous savez que Paul Kagame avait parlé récemment de certaines terres rwandaises qui ont été attribuées au Congo. Le Rwanda a l'esprit hégémonique. Cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis 1994, lorsque les Rwandais sont entrés de réfugiés avec armes et munitions, c'était déjà quelque chose qui était conçu à long terme. C'était pour que ces gens-là, quand ils entrent, plus tard, que Paul Kagame puisse mentir qu'ils sont en train de l'attaquer, qu'ils trouvent des raisons d'entrer maintenant cette fois-là au Congo avec un alibi bien justifié. Donc, si nous ne précipitons pas, disons, nous n'anticipons pas certaines situations, nous allons continuer à subir. À ce jour, il est temps d'avoir une politique d'anticipation qui est d'attendre les événements. Je crois que nous avons un gouvernement, nous avons les institutions capables de réfléchir aux solutions que de nous plaindre encore sur des situations que nous avions vu venir il y a longtemps. Est-ce que ça ne démontre pas que finalement, le Rwanda est plus puissant diplomatiquement que la République démocratique du Congo? Pas du tout, pas du tout. Pourquoi? Parce que ce qui arrive aujourd'hui, ça ne vient pas par notre volonté ou bien par notre faiblesse. Il y a des choses que nous pouvons contrôler, nous, qui nous concernent, mais il y a des choses qui ne nous concernent pas, qui ne sont pas à notre portée pour contrôler. Devant pareille situation, nous devrons maintenant nous adapter par rapport à ce que nous pouvons être capables de faire. Le Rwanda reçoit les hommes et les moyens. Nous faisons quoi pour contrecarrer cette situation-là? Donc, je pense qu'il faut qu'on puisse trouver une sécurité, que ce soit au niveau de loi, que ce soit au niveau physique, à tous les niveaux, pour que nous puissions faire face à la situation. Donc, ici, pourquoi la République démocratique du Congo ne va pas, par exemple, négocier avec la Grande-Bretagne, avec toutes ces grandes puissances-là, pour leur donner ce que le Rwanda ne peut pas leur donner? Pourquoi? Bon, là, vous avez à peu près raison. Je pense que la République démocratique du Congo, la meilleure chose qu'elle peut donner aux autres, c'est des traités d'égal à égal. Le chef de l'État de la prise du pouvoir, il avait dit qu'il a fait même le tour du monde, presque comme lui-même l'a dit. On l'a même condamné pour ça. Il a vu tous nos voisins. C'était pour leur proposer des traités d'égal à égal. En dehors des traités d'égal à égal, quoi d'autre on peut proposer à ces pays-là pour être en paix? Donc, on les refusent, ils veulent toujours passer par des voies détournées. C'est ça le problème. C'est ça le problème parce que ce n'est pas qu'ils ont commencé aujourd'hui. En 1960, quand ils ont commencé, c'est là nous étions sous la colonisation. Mais ils agissaient toujours de manière à fragiliser la République démocratique du Congo. Donc, nous pensons qu'il y a cet esprit-là. C'est à nous maintenant de réfléchir en termes de solutions et non en termes de problèmes pour les affronter. Voilà pourquoi nous devrons nous souder les coudes. Même si nous pouvons diverger sur le plan politique sur certaines questions, mais la question d'intérêt général, la question de l'avenir de la République pour nos enfants, pour nos petits-enfants, nous devrons la prendre à bras le corps pour trouver des solutions. Mais regrettable est que certains opposants publicitent le fait de l'ennemi, les cardinals et certains membres des églises prennent cause et effet de l'ennemi. C'est ce que nous sommes en train de regretter davantage, particulièrement lui. Et nous appelons les uns et les autres à la raison. Les cardinals peuvent bien connaître la Bible, ils peuvent venir me prêcher, mais en ce qui concerne la politique aussi, qu'il accepte que je puisse lui donner quand même certaines leçons pour dire que la République, il n'y a pas de raison pour trahir la République. Même si nous sommes en difficulté, même s'il y a des mauvaises choses qui peuvent se passer du côté du gouvernement parce que tout n'est pas rose, mais au moins,
Nous pouvons nous combattre entre nous, mais nous ne pouvons pas admettre de donner la chance à l'ennemi de venir nous envahir. Parce que si aujourd'hui les Rwandais envahissent le Congo, même le cardinal sera un esclave. Alors vous parlez du cardinal Ambongo, j'en profite parce que j'ai vu aujourd'hui un communiqué signé par la Mouka, de Martin Fayoulou, qui met en garde le gouvernement congolais, le régime Tshisekedi, c'est le mot utilisé, contre toute blague autour de la personne du cardinal Ambongo. Il dit que le cardinal ne peut jamais aller répondre à une invitation d'un quelconque. Il dit ça de quel livre? Ça, c'est la déclaration faite aujourd'hui par... Écoutez, les politiciens, nous devrons prouver aux yeux du monde que nous avons le cerveau qui fonctionne avant que la bouche ne parle. Il ne suffit pas simplement d'écrire les mots avec le doigt et commencer à les lire avec la bouche sans faire tourner le cerveau. Est-ce que vous soutenez Ambongo comme serviteur de Dieu ou bien vous soutenez le mal qu'il est en train de faire à la République? Parce qu'il y a deux choses différentes. Quand quelqu'un vole, vous dites que vous le soutenez. Vous soutenez le vol ou bien vous soutenez l'individu étant qu'être humain tout simplement. Ambongo a dit qu'on a armé le rebelle rwandais. Mais on lui donne l'occasion d'aller prouver ce qu'il a dit. S'il n'avait pas parlé de ça, personne ne pouvait l'inviter. Et au pays, il n'y a personne, cardinal soit-il, qui est exempt de la justice. Et surtout à ce niveau, Ambongo n'est pas arrêté. On l'invite parce qu'on a ouvert un dossier pour donner des informations judiciaires. Pourquoi la justice de votre pays doit vous faire peur? La justice n'est pas ennemie. Malade, hein? Non. C'est comme Il n'y a pas que la justice qui est malade. Les Congolais, nous sommes malades, nous tous, par nature d'abord. Que ce soit les musiciens, ils vous chantent nus. Que ce soit les chauffeurs qui s'arrêtent en cours de route pour créer l'embouteillage. Que ce soit les policiers qui demandent l'argent. Que ce soit les professeurs qui se laissent corrompre. Qui n'est pas malade? C'est le problème d'être humain, c'est le problème de l'homme. Dieu a deux possibilités à faire. Soit de recommencer la création du Congolais, soit de fomenter son cerveau. Il n'y a que ces deux possibilités-là pour nous permettre peut-être de réussir. Parce qu'on invite un cardinal pour qu'il donne les informations sur le dossier que lui-même a parlé sans que personne ne le force. Mais il y a certaines créatures qui se lèvent quelque part pour dire que non, il ne peut pas venir répondre à la justice et je vous mets en garde. Est-ce que vous estimez que ce sont des gens qui réfléchissent correctement ou bien tout simplement parce qu'on est opposant, on est obligé de dire le contraire de ce que font les autres? Même si on est opposant, prouvons que nous sommes en train de réfléchir. Où est le mal si le cardinal va aller devant la justice? Il dit que non, je connais un certain Rubuza du Rwanda à qui on a donné les armes. Il prouve. Comme ça, on sanctionne celui qui lui a donné les armes. Parce qu'on doit sanctionner maintenant celui qui a donné à ces rebelles-là les armes. Alors le cardinal peut nous aider, nous autres de la République, à être sauvés. Si la justice ouvre un dossier d'information judiciaire, ça ne veut pas dire que le cardinal a totalement tort et qu'il sera arrêté. Alors, bon, j'aimerais d'abord vous La dire... justice est au service de la République. La justice n'est pas au service de l'individu. Le cardinal Ambongo n'est pas un dieu. Même Jésus est passé devant la justice. Mais c'est une grande autorité ecclésiastique. C'est-à-dire quoi être on grand? l'appelle son Ce n'est que les titres Il y a que l'on... même ceux qui ont dit qu'il peut même remplacer le pape François aujourd'hui. Où est le problème si on remplace le pape? Le pape, c'est qui? C'est un être humain qui est né aussi nu, comme nous tous. Il est né nu, simplement il a grandi, il a suivi un schéma et on lui a accordé ces titres-là. Les autres viendront encore demain, qui ne sont pas encore nés, qui viendront demain, ils vont le remplacer. Le fait d'être pape ou cardinal ne veut pas dire qu'on est extraordinaire. On est un homme ordinaire, mais on lui a contribué des tâches extraordinaires tout simplement. C'est ça la différence. Ambongo, c'est un homme qui est né comme moi, comme toi. Il est allé à l'école, il a joué dans la boue, il a grandi. Et aujourd'hui, certes, il a cette responsabilité-là, mais la responsabilité, il faut l'assumer avec beaucoup trop de responsabilités aussi. J'aimerais d'abord lire cette tweet et aussi cette déclaration de la Mouka. Martin Fayoulou écrit ceci. La Mouka reste vigilant face à tout cardinal Fridolin Ambongo. Ainsi, nous demandons à Tata Cardinal de ne pas répondre à une quelconque invitation d'un procureur. Nous demandons par ailleurs au peuple congolais d'être prêt pour déjouer tout complot ourdi contre Tata Cardinal. Alors, voici la déclaration de la Mouka. Votre éminence, à son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, votre éminence, nous, membres de la Mouka, vous adressons respectueusement cette missive de réconfort, témoignage de notre profonde affection et de notre soutien indéfectible. En effet, dans les sillages de vos illustres prédécesseurs, Malula, Etchou et Mosengo,
nous nous réjouissons de la manière dont vous accomplissez votre mission prophétique en vous inscrivant résolument dans la lignée de ceux qui ont fait de leur engagement un véritable sacerdoce au service du peuple. Le peuple congolais, dans sa globalité, et les fidèles chrétiens en particulier, vous portent avec fierté dans leur cœur. Soyez rassurés que nous vous accompagnons dans cette noble entreprise, solidaire et engagée aux côtés de l'ensemble du peuple congolais qui aspire à la paix, à la démocratie et à la justice. La Sainte Bible dans Ésaïe 53, versets 7 et 8 dit « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple, qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Nous demeurons vigilants face à toute atteinte injustifiée que le régime en place pourrait porter à votre personne, prêt à dénoncer toute forme d'injustice et à marcher dans la rue pour faire entendre nos voix. Nous vous prions d'agréer votre éminence l'expression de notre respectueuse considération. Voilà la déclaration de la Mouka aujourd'hui soutenant le cardinal Ambongo. Est-ce que vous ne voyez pas que cette information judiciaire, ces dossiers judiciaires à l'encontre du cardinal Ambongo risque de soulever, de réveiller, de mettre ensemble les chrétiens catholiques, l'église catholique, la puissante église catholique et les opposants face au régime Tshisekedi qu'il qualifie aujourd'hui du régime dictatorial. Comment est-ce que vous acceptez que le pays puisse connaître encore des zones de turbulence avec ces dossiers judiciaires du cardinal Ambongo? Je suis d'abord surpris. Moi, je ne savais pas qu'il y a encore la Mouka existé. Ah bon? Est-ce que la Mouka existe réellement? Ah, mais c'est la déclaration, ce n'est pas la C'est Mouka, juste une déclaration. Quelques personnes peuvent se réunir, mais nous avons vu, ils ont tenté de faire certaines manifestations, ils n'ont pas pu. Nous les avions vus à l'œuvre. La Mouka est restée presque coquille vide. Ils sont à la recherche de bobards convaincants pour essayer de se faire entendre. C'est à la recherche de bobards. Ils ont constaté que ça fait un bon bout de temps. Ils n'ont pas trouvé un sujet sur lequel ils peuvent se faire entendre. Et maintenant, ils veulent ramasser n'importe quoi pour parler. N'importe quoi. Les dossiers du cardinal Ambongo, vous parlez de n'importe quoi. J'en arrive. De deux. Réunir l'église catholique avec la population. Dans l'église catholique, donc, le pouvoir n'est pas dans l'église catholique. Tous nos militants prient où? Seulement chez les protestants. Il n'est pas question de confondre l'individu Ambongo et l'église catholique. L'individu Ambongo, quand il faisait l'émission pour répondre aux questions, il n'avait pas consulté l'église catholique pour avoir une position commune. Ça, c'est sa propre volonté, sa propre réflexion. Quand il est allé voir comment on donnait les armes aux rebelles rwandais, il n'est pas allé avec l'église catholique. Alors, ne confondons pas tout. Ici, il n'y a pas conflit entre régime Tshisekedi et église catholique. Il y a conflit entre justice de la République démocratique du Congo et un individu qui a commis une infraction entre guillemets parce que c'est encore au niveau de l'information. Ce n'est pas le régime. Ah, mais on parle du régime Tshisekedi. C'est pourquoi je vous parle des bobards convaincants. Monsieur Ambongo est contre Tshisekedi depuis le problème de la gratuité, tout le monde le sait. Mais cette haine-là, tu ne peux pas la transporter. Gratuité de l'éducation des bases. Évidemment, contre la République. Il doit savoir faire la démarcation entre l'individu Tshisekedi et la République. Ici, c'est la justice qui vient d'inviter Ambongo sur base de ses propres déclarations. Très chers frères et sœurs, un monsieur citoyen de la République a dit que notre gouvernement est en train d'armer le rebelle rwandais. Le FDLR. Le FDLR. C'est ça la raison pour laquelle les Rwandais nous envahissent depuis lors. Est-ce qu'on ne peut pas l'inviter pour qu'il nous donne les informations sur ce qu'il connaît à propos de cela, de sorte que, si lui a raison, qu'on arrête celui qui est fautif. Et dire que apporter atteinte à son imminence. La justice n'apporte pas atteinte à son imminence. C'est l'imminence qui cherche à porter atteinte à la République. Parce que les informations qu'il a données là,
ça porte atteinte à la République. Entre la République, ici, les Congolais, il y a un problème sérieux. La République démocratique du Congo n'avancera pas aussi longtemps qu'on ne réussira jamais à faire du peuple les citoyens. Il faut qu'on arrive à transformer le peuple en citoyen pour prétendre faire un pas vers l'avant. Ici, on estime que quand je soutiens Tshisekedi, quand je soutiens Joseph Kabila, je soutiens Ambongo, j'aime la République. Non. Vous confondez les individus et la République. Ici, le combat est entre la République et l'individu. Ce n'est pas le combat de Tshisekedi contre Ambongo. C'est le combat de la République qui cherche les informations pour sa survie et les citoyens qui a donné des informations. La liberté d'expression, oui. Est-ce que vous cherchez la liberté d'expression? Est-ce que Ambongo a besoin de la liberté d'expression ou bien il cherche le droit de mentir? Le droit de mentir? Oui, c'est ce que je vois. Parce que quelqu'un qui a menti, on dit déjà explique-toi et on dit que non, laissez-moi, c'est la liberté d'expression. Il faut savoir faire la différence entre les deux. Mais ici, Fayoulou encourage, demande au cardinal Ambongo de ne plus répondre à l'invitation du procureur. Fayoulou est à la recherche de bobards convaincants, comme je venais de vous dire. Il cherche à enveniner la situation qui est pourtant sur le plan juridique, il veut la rendre politique. En demandant à un individu, lui-même Fayoulou, il était invité, non, il était parti, non? Pourquoi il n'était pas parti en son temps? Lui-même était parti répondre quand il a été invité, au début de la mandature passée. Tout à fait. Mais lui-même est parti répondre, il demande à Ambongo, c'est pour que lorsqu'on va aller ramasser Ambongo dans ses soutanes, par force, pour qu'ils disent que non, voilà ce qu'on a fait maintenant. Soyons quand même des citoyens civilisés. Fayoulou doit se comporter en citoyen et j'estime que le cardinal Ambongo a encore certaines choses dans sa tête pour comprendre que et s'il refusait d'aller parce que là, clairement, même les laïcs catholiques ici ont fait une déclaration demandant à Ambongo de ne plus répondre à cette invitation. La justice n'a rien à voir avec un cardinal. La justice s'en prend à un citoyen congolais. Alors s'il refusait de répondre à cette invitation... Mais il sera ramassé comme tout citoyen. Ah bon? Oui. C'est un citoyen congolais qu'on est en train de chercher. Si vous voulez dire que non, parce qu'il est cardinal, il devient exceptionnel, dans ces cas-là, nous ne sommes pas libres et égaux devant la loi. On doit l'arrêter comme on arrête tout le monde? Mais monsieur, on t'invite de manière polie. Tu dis que je refuse. Tu es qui devant la loi? Qui es-tu, toi? Mais on parle Jésus lui-même. Cardinal Ambongo. Si dans ces cas-là, Jésus ne répondrait pas. Jésus est allé répondre à la justice. Et quand il a refusé, on l'a ramassé. Si Jésus, on l'a ramassé, qui d'autre on ne peut pas ramasser? Jésus n'avait pas refusé à l'invitation. Au moins, on l'avait ramassé. Au moins, on l'avait ramassé. Donc pour vous, vous êtes d'accord qu'on puisse aller cueillir le cardinal Ambongo de n'importe quelle manière s'il refusait d'aller se présenter? Le cardinal Ambongo, s'il est cardinal, il partira de lui-même. À moins s'il y a les idées de quelqu'un qui n'est pas réellement cardinal. Parce qu'un cardinal, pour son respect, il ne manquera pas de partir par lui-même. S'il ne part pas, c'est qu'il n'est pas même cardinal. Ce n'est qu'un nom il a porté tout simplement. Ça sera ça. Parce qu'un cardinal qui est invité par la justice de son pays, mais il va répondre. On va lui poser les questions, il va répondre aux questions, il va éclairer l'opinion et c'est tout. Alors, merci beaucoup pour vos réponses. Parlons maintenant de ces dossiers. Je disais ici à l'entame de cette émission que ça va nous prendre des mois et des mois, voire même des années, parce qu'il est question du changement de la Constitution. Le président Tshisekedi avait parlé de cela en France, d'abord, à Paris, lorsque les Congolais lui avaient demandé de changer ou de modifier la Constitution. Il a dit qu'on ne faites pas de moi un dictateur. Mais à Bruxelles, là, il a dit qu'il va mettre en place une commission pour statuer sur les changements de la Constitution. Tshisekedi parle maintenant du changement de la Constitution. Et depuis lors, ça suscite des levées de boucliers incroyables. On parle déjà du virus du troisième mandat qui aurait atteint Félix Tshisekedi. Votre réaction à chaud d'abord par rapport à ces virus. Est-ce qu'aujourd'hui, en parlant du changement de la Constitution, Tshisekedi est déjà atteint par le virus du troisième mandat? Tshisekedi n'est pas atteint par un virus quelconque, mais ce sont les politiciens qui sont atteints par le virus de la peur et du doute, tout simplement. Le problème de changement ou de la révision constitutionnelle, l'UDPS l'a déjà posé en 2006 même, au moment de... En 2006? Déjà au moment du référendum. En 2005, les référendums c'était en décembre 2005. Évidemment, je parle de 2006 parce que la Constitution a été promulguée en 2006. 18 février 2006, évidemment. Déjà, à ce moment-là, il y avait certains doutes sur certaines questions, ce qui est normal. La Constitution, c'est quoi? La Constitution se résume en trois choses. Comment accéder au pouvoir? Comment exercer le pouvoir?
comment céder les pouvoirs. C'est ça la Constitution tout simplement. Ces trois choses-là. Accéder, exercer, céder le pouvoir. Et notre Constitution, comme toutes les autres constitutions du monde, ont toujours eu des problèmes et de compréhension et d'interprétation. Voilà pourquoi il existe toute une institution réservée uniquement pour interpréter à tout moment qu'on en a besoin. Il n'y a pas un autre livre qui a une institution pour lui. Toute une institution, les gens qui sont là payés un budget chaque année, juste pour ça. La Cour constitutionnelle? Oui. C'est parce qu'on sait que la Constitution fait objet d'interprétation et de compréhension. Aujourd'hui, notre Constitution a réalisé plus ou moins 20 ans. Nous l'avions expérimenté. Non, pas 20 ans, il nous reste 2 ans. Hein? C'est pourquoi j'ai dit plus ou moins. Ok. Il est normal que tout citoyen averti puisse se poser des questions sur les bénéfices et les inconvénients de cette Constitution. Que ce soit lui le président ou bien que ce soit quelqu'un d'autre. Poser les problèmes, on ne doit pas éviter les problèmes. Le fait de poser les problèmes ne signifie pas qu'on va le faire obligatoirement. Mais on lance au moins une réflexion dans l'opinion, de sorte que, parce que pour les gens qui parlent trop en mal, c'est tout simplement parce que pour eux, réviser la Constitution veut dire chercher un autre mandat. Comme si la Constitution ne se limite qu'à la recherche de mandats. Dans la Constitution, il y a plusieurs matières. Il y a nos citoyens qui ont acquis d'autres nationalités, par exemple. Or, ici, chez nous, on dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Mais allez au Parlement, vous trouverez les gens qui ont d'autres nationalités qui sont... Or, si quelqu'un a une autre nationalité, celle congolaise tombe. Mais au Parlement, il y a qui? Dans les institutions, il y a qui? Quiconque a une autre nationalité, même s'il est né congolais, il n'est plus congolais. Donc, il doit quitter au Parlement et partout. Parce que tout ça, il y avait même un moratoire pour ça. Tout à fait. Maintenant qu'il y a des citoyens, nos propres frères, qui ont par exemple un souci dans ce sens-là, vous allez les interdire de réfléchir et de penser peut-être à trouver une solution pour eux. Ils peuvent poser leurs problèmes. Nous avons le problème de fonctionnement des institutions, par exemple au niveau provincial. La manière dont les gouverneurs sont votés, les sénateurs, la corruption, les ceci, la manière dont les députés provinciaux bloquent le gouverneur ou l'exécutif. On a connu beaucoup d'instabilités incroyables dans les provinces. Les instabilités dans les provinces, par exemple. Depuis 2006, hein? Oui. Beaucoup d'instabilités dans les provinces. Vous trouverez que dans chaque législature, vous trouverez même 8-9 provinces qui n'ont pas fonctionné parce qu'ils ont été bloqués. Absolument. Est-ce que nous devrons nous interdire de réfléchir sur cette matière-là? Donc, il y a beaucoup de problèmes. Nous avons aujourd'hui 5 mois, nous n'avons pas de gouvernement. Ça enchante qui? Le même personne qui vous demande pourquoi il n'y a pas de gouvernement, le même vous refuse de réfléchir comment on peut remédier à la situation. Mais est-ce que c'est là, par exemple, les retards de la mise en place ou bien la composition du gouvernement, c'est dû à la Constitution? En partie, oui. Mais comment? J'ai déjà expliqué cela plusieurs fois. Du moment où nous sommes dans un régime parlementaire, du moment où nous avons 25 000 candidats députés nationaux. 25 000? Oui, presque, plus ou moins, pour arrondir les choses. Après le résultat provisoire de la CENI, il faut attendre le contentieux de la justice. Dans combien d'états la Cour constitutionnelle peut terminer 25 000 contentieux? Bon, ils ont pris la Cour constitutionnelle plus ou moins 2 mois. Oui. Vous voyez déjà? Il faut l'informateur. Parce que nous sommes dans ces régimes-là qui exigent qu'il y ait une majorité. On ne peut pas proclamer la majorité avant que la Cour ne publie son résultat. L'informateur a 2 mois. Nous avons 4 mois. C'est-à-dire, selon les échéances fixées dans nos lois, on ne peut pas avoir un Premier ministre, pas le gouvernement. On ne peut pas avoir le Premier ministre avant 4 mois. Et le Premier ministre, quand il est nommé, il lui faut du temps pour consulter aussi les gens avec qui il va travailler. Parce qu'il n'est pas indien pour dire qu'il va venir automatiquement, il prend les gens. Et donc son travail là aussi, nous avons 1060 partis politiques au Congo. Ça lui demande combien d'états pour terminer ce travail-là? Tout ça entre en jeu et nous met en retard par rapport à certaines situations. Réfléchir à toutes ces questions ne veut pas dire prendre le 3e mandat. Ça c'est 1. De 2, même la révision constitutionnelle, est-ce qu'elle est interdite? Non. La Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa révision et fixe les limites en mettant des dispositions intangibles. Oui, si on révise la Constitution, dont la procédure elle-même est prévue dans la Constitution elle-même, qui reconnaît que cette Constitution a déjà été révisée, non? On est parti de 2 tours à 1 tour. C'est-à-dire on l'a déjà révisée. En 2011, hein? Évidemment. Et aujourd'hui, si on cherche à réviser, on ne peut pas refuser aux gens de réfléchir. Mais là, le président Tshisekedi a parlé du changement, pas de la révision. Hein? J'en arrive. Il a parlé de la mise en place d'une commission
pour changer la Constitution. J'en arrive évidemment. Ce qui est extrêmement grave là. Je commence par la révision. La révision, on ne peut pas l'interdire parce que la Constitution n'interdit pas la révision. Néanmoins, elle fixe les matières intangibles. Ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas interdire aux gens de réfléchir et surtout que vous ne connaissez pas quelles sont les matières qui seront révisées. Parce qu'avant de refuser la chose, il faut attendre que je te propose et tu estimes que ce que je te propose est mauvais et maintenant tu prends ta décision. Mais les opposants disent qu'on est dans un contexte sécuritaire, de tensions, où le pays est visé par évidemment, ils peuvent avoir raison. Ce n'est pas un moment où on peut parler du changement de la Constitution. Personne ne remet en cause cette manière de dire. Mais ce que nous disons, c'est de nous refuser de réfléchir. Et aussi, on ne peut pas refuser de réfléchir par rapport à l'environnement qu'ils viennent de peindre. Réfléchir au début du mandat comme ça? Vous avez suivi Christian Mwando qui a dit que le président Tshisekedi vient de prêter serment sur la Constitution en vigueur aujourd'hui. Comment il peut directement comme ça Mwando, il a étudié dans quelle école où on lui a dit que pour réviser la Constitution, il faut attendre 1 année, 2 ans, bien 5 ans. C'est quel livre, quel article qui lui a dit ça? Il ne suffit pas de parler simplement parce qu'on a la bouche. Pour lui, il estime qu'on peut changer la Constitution après combien de temps? Si on en a besoin, si on veut réfléchir. Donc il a au moins un timing qu'il lui connaît. Je ne sais pas, il a appris de quel professeur pour dire qu'il faut attendre encore un peu. 2 mois, ça c'est 1, 2, 2. On n'a pas dit qu'on change la Constitution aujourd'hui. Qui a dit qu'on change la Constitution aujourd'hui? On a lancé une idée. On a dit qu'on va mettre en place une commission qui va étudier. La commission va donner les résultats. Peut-être que la commission va aboutir à un résultat selon lequel non, il ne faut pas changer parce que l'environnement est saisi, c'est là. Mais donnons d'abord la chance aux gens de réfléchir sur la question. C'est après réflexion, ce n'est pas Mwando est chez lui là-bas, l'autre est à Kinshasa, c'est lui à côté, ils disent à la télévision que non, l'environnement. Mais on arrivera à la conclusion de l'environnement quand on voit se retrouver autour d'une table pour dire que oui, la Constitution, par exemple, tel article est mauvaise, mais voilà que nous sommes en guerre, voilà qu'on a besoin de moyens pour les élections, ça peut attendre. Mais au moins, on s'est mis autour d'une table pour réfléchir et aboutir à la conclusion. Mais comment elle cherche à ce qu'on puisse tirer la conclusion avant de commencer à réfléchir? C'est inadmissible. C'est là où je dis que... Ce genre de réflexion, ça ne vaut pas la peine aujourd'hui. Non, maintenant, il faut mettre ça de côté. Ça vaut la peine quand? D'abord, s'occuper des questions sociales de la population qui souffre. Ce n'est pas le moment de parler du changement de la Constitution ou bien de la révision. Tout contribue au social de la population. Même la politique, c'est le social de la population. Si on vote bien les dirigeants, ça va contribuer au social. Si on trouve une solution par rapport au blocage dans les provinces, ça va contribuer au social. Le social, c'est quoi? Ces individus-là qui cherchent les bobards, comme je l'ai dit tantôt là, je commence à douter de plusieurs diplômes. Ah bon? Qu'est-ce qui n'est pas social de la population? Quand on construit une route, ce n'est pas le social? Le social, c'est la conséquence positive ou négative d'une décision sur la vie de quelqu'un. C'est ça le social, non? Si je prends une décision aujourd'hui, mais qui impacte sur la vie de quelqu'un, ça fait partie de son social? Le social, c'est quoi? Le social, ce n'est pas seulement donner les salaires. Bon, les courants aujourd'hui, on voit des routes, on voit les dollars, les taux de dollars qui montent, les prix des biens, je n'en disconviens pas, qui continuent à monter. Au lieu de s'occuper de ça, du chômage et tout ça, mais on doit d'abord parler du changement de la Constitution. Mwando a raison. Mais il est membre du régime passé. Ils ont dirigé avec Kabila pendant plus ou moins 21 ans. La tomate, j'aurais souhaité que Nico Foya soit ici pour nous montrer encore les prix, mais malheureusement, il n'est pas venu. La tomate que Nico pourrait présenter devant les gens, qui a augmenté des prix. Si son régime à lui et Mwando avait laissé Bukangalonzo, on n'irait pas importer la tomate à l'étranger. Elle ne monterait pas des prix. Avant de réclamer ce qui ne va pas aujourd'hui, dites-nous qu'est-ce que vous avez laissé comme fondation et que les autres ont détruit. Ils n'ont rien fait pendant 21 ans. Aujourd'hui, nous avons la charge de retard de 21 ans. C'est ce qui pèse sur nous qui venons pour corriger. Ils ont laissé la Constitution aussi. Hein? Si vous dites qu'ils n'ont rien fait, mais les cadres juridiques que nous avons aujourd'hui, Kabila l'a laissé. Hein? Attendez, la Constitution, donc je ne comprends pas. Moi, je refuse que vous réfléchissiez dans ce sens. Bien non, je pose des questions. J'ai dit aussi ce qu'ils disent. J'interdis à la population de réfléchir comme quoi la Constitution, c'est l'œuvre d'un individu ou d'un régime. Parce que la Constitution... L'UDPS avait combattu cette Constitution. Normal, en combattant aussi, on contribue. Combattre ne veut pas dire combattre aveuglément, c'est-à-dire on donne aussi les idées pour lesquelles on est contre. Vous avez combattu la Constitution, mais ça fait partie du débat, ça fait partie de la démocratie. Les mandats de Kabila, après 2006, l'UDPS a
commencé à défendre la Constitution, à demander à Kabila de respecter la Constitution. Défendre la Aujourd'hui, Constitution. maintenant, l'IDPS veut changer la même Constitution pour laquelle il a milité pour son respect. J'aimerais qu'on reste logique. Défendre la Constitution ne veut pas dire qu'elle est meilleure à 100%. Combattre la Constitution ne veut pas dire qu'elle est mauvaise aussi à 100%. Mais du moment où elle est votée par la population, c'est celle-là qui est là, on doit la défendre jusqu'au moment où on pourra la changer pour défendre autre chose. C'est ce qui est normal. Alors, donc on ne s'est pas trompé. Monsieur John Kolela, est-ce qu'aujourd'hui, parce que la SENCO, l'Église catholique, les opposants, aujourd'hui sont vent debout contre ce que vous appelez réflexion sur les changements de la Constitution, est-ce que serez-vous à mesure de faire face à ces combats que l'Église catholique et les opposants sont prêts à vous mener pour ne pas toucher à jusque-là, je ne comprends pas à quel niveau vous incluez l'Église catholique ou bien les individus membres de l'Église catholique. C'est ce qu'ils disent. Vous avez suivi, bien sûr, les prêtres de l'Église catholique qui sont contre le fait qu'on parle de la Constitution, qu'on touche à la Constitution aujourd'hui. Non, la Constitution, c'est elle la loi mère. Est-ce que la Constitution refuse qu'on la touche? On ne va pas obéir. Moi, tel que je suis là, tu me demandes. Écoutez, je vous ai dit autrefois, vous connaissez la différence entre les barbares et les citoyens. Les barbares, c'était les hommes normaux comme moi et vous, c'était juste le nom. Mais la différence, c'était qu'ils obéissaient à la volonté de l'individu et les citoyens obéissent à la volonté de la loi. Donc, tu me demandes à moi, John Kolela, qui a fait 9 mois dans le ventre de ma mère, qui est passé par l'université, de commencer à obéir à la volonté de l'Église catholique. Non. Est-ce que l'Église catholique doit nous imposer à nous de ne pas réfléchir parce qu'elle ne veut pas? Parce qu'elle veut... Attendez, maintenant, qui est dictateur ici? Entre l'Église que tu es en train de défendre, l'Église qui est le dictateur, et l'Église qui est dictateur. Donc, aujourd'hui, vous soutenez que l'Église catholique hausse le ton pour prévenir qu'elle nous interdit de réfléchir sur la Constitution. C'est ça la dictature. Donc, c'est une Église qui veut faire la dictature. Elle a milité pour le respect de la Constitution d'État de Kabila. Partout. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va accepter que la Constitution soit changée. Ne confondez ils pas. sont ensemble avec tous les opposants. Nous sommes tous dans les mêmes combats, mais nous parlons peut-être de langages différents. À tel point, on a besoin des interprètes pour nous faire comprendre. Le respect de la Constitution en est une chose. Le changement de la Constitution ne veut pas dire le non-respect de la Constitution. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'UDPS ou du régime qui refuse le respect de la Constitution? Non. Mais penser sur la possibilité de changer une Constitution n'est pas un antivaleur que l'Église doit condamner. Dans tous les pays du monde qui ont déjà changé autant de fois leur Constitution, il y en a qui le défendaient toujours jusqu'au point où ils ont changé. Celui qui sera changé sera aussi défendu aussi. Donc il faut tenir compte. Pourquoi on peut changer une Constitution? Pourquoi on peut réfléchir sur le changement d'une Constitution? C'est lorsqu'on peut constater qu'il y a des besoins à résoudre. On ne veut pas changer la Constitution pour le simple plaisir que non, elle a trop duré, c'est suffisant. Non. On doit poser les problèmes de manière concrète. On s'est dit par exemple, avec le danger à l'est du pays, où on va recevoir les islamistes là-bas, pouvons-nous continuer à prendre n'importe qui comme président qui n'est pas né de père et mère? C'est un problème posé, qui demande une solution. Et il réfléchit, toi tu vas dire que parce que la Constitution reste la Constitution. Non. On réfléchit, on présente les arguments. Si les arguments ne sont pas convaincants, on refuse. Si les arguments tiennent debout, sont convaincus, on avance pour l'intérêt général. Ici, c'est parce qu'on a des prétentions et on veut politiser. Mais acceptons qu'on peut réfléchir pour le bonheur de tous. Pour le bonheur de nos petits-enfants qui peuvent venir un jour. Parce qu'on a donné l'exemple des Congolais à plusieurs nationalités. Est-ce que cette question-là mérite d'être abordée ou pas? Mettons même d'abord à l'écart le problème du nombre de mandats. Et si on réfléchissait par rapport au mandat, on s'est dit par exemple que non, pour raison de légitimité, revenons à 2 tours. Est-ce que c'est mauvais? Avant de contredire, avant de refuser la réflexion, mais écoutez au moins au départ l'idée qu'on a donnée, vous l'évaluez, vous jaugez, vous comparez par rapport à ce qu'il y a et vous décidez. Mais ici, vous vous opposez uniquement au principe pour dire qu'on peut réfléchir sur les changements. On n'a pas encore donné les détails sur les changements, mais le principe de réflexion. Alors c'est là que je dis... On ne veut pas entendre parler de ça. Voilà pourquoi je dis qu'il faut que Dieu recommence sa création. Ou bien qu'il faut mettre le cerveau, commençant par les prêtres jusqu'aux païens. Merci beaucoup, M. John Kolela. On aura le temps de parler de cette histoire du changement de la Constitution parce que c'est un débat
très chaud aujourd'hui qui est soulevé en République démocratique du Congo. John Koela aurait pu être en face d'un contradicteur, malheureusement. Il n'est pas venu. Nous reviendrons dans plusieurs émissions avec des experts de tout genre pour voir si effectivement aujourd'hui il est opportun ou pas que notre constitution soit changée. Vous aurez à suivre des émissions et des émissions ici sur ces plateaux où des experts, des acteurs politiques de l'opposition ou de la majorité au pouvoir viendront ici pour vous convaincre, vous les Congolais, qui nous suivez partout à travers le monde, sur l'opportunité ou pas du changement de la Constitution ou bien de la révision constitutionnelle. Merci beaucoup. Restez branchés sur GC Congo Télévision. Partagez au max cette vidéo, cette émission, partout où vous trouvez dans vos groupes WhatsApp. Et n'oubliez pas de vous abonner sur GC Congo Télévision. Merci. Nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine.